Merci de votre fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat, vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Et bien, vous le constatez, nous sommes hors de notre plateau traditionnel, une fois encore pour cet autre numéro, et nous sommes ici à l'Assemblée nationale, au siège même de l'Assemblée, pour parler de l'actualité politique, mais aussi parler de la session des lois qui est en cours en ce moment même à l'Assemblée nationale. Avec comme invité pour en parler notamment honorable David Camara, il est premier secrétaire parlementaire et secrétaire général du parti NGR. Honorable, bonsoir. Bonsoir M. Gango. Merci surtout de nous recevoir ici. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus, c'est tout un honneur pour moi. En général, les invités de Café Débat se rendent eux-mêmes dans vos studios. Absolument. Et je vous écoute souvent, vous dites que vous donnez la parole à ceux qui veulent la prendre, mais ils doivent aller la prendre chez vous. Donc, bien entendu. Voilà, donc c'est tout un honneur pour moi que c'est Gangan qui déplace son studio pour venir me trouver dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Évidemment, les préoccupations professionnelles obligent, ça aurait été difficile pour moi d'effectuer le déplacement, vu les contraintes professionnelles du moment. Donc je vous remercie d'être venu me trouver dans mon bureau. Je crois que les moments, les quelques minutes que nous allons passer ensemble seront très très agréables et que vos téléspectateurs peut-être trouveront réponse à la plupart des questions qu'eux-mêmes se posent aujourd'hui et qui vont se retrouver probablement dans les questions que vous serez amenés à me poser. Je l'espère bien entendu aussi. Alors donc voilà les sujets qu'on va aborder déjà. Honorable David, c'est d'abord le secrétaire général du parti NGR, le parti dont Ibrahima Bessila est le président, ce parti qui a fait le miracle d'être venu en bonne place, on va dire comme ça, en tant que nouveau parti politique à l'époque en 2010, comme septième à l'occasion des élections présidentielles de 2010. Quelle est la vie de ce parti aujourd'hui? Quel est son dynamisme sur le terrain politique? Est-ce que la NGR, en tant que parti, existe sur le terrain? Est-ce qu'elle a une assise importante aujourd'hui? Bref, on va parler de cela, mais aussi nous parlerons du dialogue politique qui traîne au sein du comité de suivi. Quel est le regard de la NGR sur ce qui se passe aujourd'hui au sein du comité de suivi, où il y a un blocus du fait que chacun campe sur un certain nombre de positions qu'il a et qui fait que ça n'évolue pas, avec comme risque peut-être de créer un glissement dans le calendrier électoral, notamment les élections législatives qui sont attendues en cette année 2018. Et puis en fin de compte, nous parlerons de la session des lois qui est en cours en ce moment, et en tant que premier secrétaire parlementaire, il nous en parlera. D'ailleurs, on commence par cette question de curiosité. C'est quoi le secrétaire parlementaire, puisque vous êtes le premier secrétaire parlementaire ici à l'Assemblée nationale? Le secrétaire parlementaire, en fait, il n'y a pas de hiérarchisation dans ce titre de secrétaire parlementaire, parce qu'aujourd'hui, nous en avons au moins 5 au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Un secrétaire parlementaire, en fait, il sert tout simplement de trait d'union entre le bureau de l'Assemblée et les députés. Il est supposé informer les députés de la plupart des décisions qui sortent des bureaux, enfin des réunions de bureau. C'est le rôle du secrétaire parlementaire. En même temps, tout comme il est censé informer les députés, il est censé tenir les procès-verbaux des réunions de bureau qui se tiennent. Donc, apparemment, notre bureau de cette législature n'était pas fort habitué aux procès-verbaux des réunions de bureau, mais depuis que j'occupe cette fonction, chaque fois que le bureau a une réunion, cette réunion est sanctionnée par un procès-verbal qui est ventilé à l'ensemble des personnes ayant participé à la réunion, même à ceux qui n'ont pas participé à la réunion, pour que tout le monde au niveau du bureau soit au même niveau d'information. Donc, c'est une fonction qui n'est pas très très lourde quand on sait ce que nous sommes appelés à faire là-dedans, mais ça exige quand même une certaine discipline et une certaine rigueur dans le travail. Fort heureusement, j'ai été habitué à cette rigueur, que ce soit à mes débuts professionnels ici au ministère du Plan, à l'époque, dans les années 70, que ce soit en Europe où j'ai exercé aussi des fonctions d'informaticien pendant près de 30 ans. J'ai été habitué à cette rigueur-là, ce qui fait que je n'ai pas du tout de difficulté à
assumer cette fonction qui m'a été confiée Bien. après mon passage par la commission environnement dont j'avais la charge d'occuper le poste de président. Alors, quelle est la ligne de démarcation entre vous, secrétaire parlementaire, et le secrétaire général de l'Assemblée nationale? Ah, le secrétaire parlementaire, il est issu des députés qui sont élus. Le secrétaire général, c'est un fonctionnaire. Bien sûr. Le secrétaire général, il est nommé par décret. Si vous voulez, c'est la mémoire de l'Assemblée. Les députés viennent, ils vont. Et donc, quand notre législature là va finir, nous allons tous partir. Bon, ceux d'entre nous qui reviendront, mais ce n'est pas dit qu'ils vont toujours occuper les postes qu'ils ont occupés par le passé. Tandis que le secrétaire général, lui, il est là. Lui, en fait, c'est le trait d'union entre l'Assemblée et puis l'exécutif. Donc voilà, c'est tout à fait différent. Mais je suis censé, moi en tout cas, je m'efforce à travailler vraiment de façon très étroite avec le secrétaire général, parce que nos fonctions se complètent. Il ne faudrait pas qu'il y ait une certaine divergence, une certaine cacophonie entre le secrétaire du bureau, le secrétaire général et puis les secrétaires du bureau. Nous sommes censés nous compléter et faire en sorte que le travail que nous faisons aille dans l'intérêt de cette institution qui est supposée être au service du peuple en général. Bon, nous parlerons tout à l'heure du sujet majeur, en tout cas qui actuellement réunit les députés ici à l'Assemblée pour 3 mois en tout cas. Il s'agit de cette session des lois. Mais nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission tout à l'heure. Avant cela, d'abord des questions préliminaires. On parle de la NGR cette fois-ci, puisque vous êtes député ici au compte de la NGR, Nouvelle Génération pour la République, un parti qui a pris part aux élections de 2010, qui a fait cette performance que je rappelle toujours, avec un président qui n'était pas à l'époque suffisamment connu des Guinéens, en tout cas pas plus que des gens à l'époque comme Jean-Marie Doré, comme Lousseni Fall, comme d'autres politiciens qui n'ont pas fait le score que la NGR a fait cette année-là. Alors, de venir 7e, je crois, après l'UFDG, le RPG, et je ne sais pas, le parti de Papa Koli Kourouma, le parti de Lansana Kouyaté aussi. Alors, aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que la même NGR existe véritablement sur le terrain politiquement? Parce qu'on entend moins la NGR dans les débats, mais on voit moins la présence de la NGR sur le terrain à travers ce qu'on peut appeler les assemblées générales ou sinon les meetings, comme le font les autres partis politiques. C'est ça la question. Bon, vous savez, la NGR, ce n'est pas un parti qui est versé dans le plagiat. Ce n'est pas parce que les autres font ça qu'il faut absolument faire la même chose. La NGR, son nom le dit bien, c'est une nouvelle génération pour la politique. Notre slogan, depuis que nous sommes sur le terrain, c'est nouvelle vision, nouveau départ. Ça veut dire qu'il faut amener du nouveau sur le terrain. Et la NGR, que je sache, c'est le seul parti qui jusqu'à présent n'est pas obligé de courir derrière ses militants. La NGR, c'est surtout le parti des cadres, des gens qui réfléchissent, des gens qui savent ce qu'ils veulent pour le pays. La NGR, c'est le seul parti qui s'est investi à proposer un programme de travail aux Guinéens. Je voudrais bien paraphraser un grand homme pour lequel l'ensemble, en tout cas, du monde conscient a un très grand respect, pour lequel le monde a un grand respect, c'est Barack Obama, qui a dit que quand on se lance dans la politique, c'est pas pour jouer au fanfaron, c'est parce que vous avez quelque chose que vous voulez faire pour votre peuple, et cette chose que vous voulez faire pour votre peuple, c'est ça votre objectif. Et, vous parvenez à obtenir justement cette responsabilité si on vous la donne, mais si on ne vous la donne pas, et que ceux qui ont cette responsabilité sont sur la même longueur d'onde que vous n'avez aucune raison de combattre ce quelqu'un-là. Et c'est là où vous venez à vous allier au RPG. On va parler de cela tout à l'heure. Bon, comme vous voulez. En tout cas, la NGR est un allié au RPG Arc-en-Ciel. On va parler de ça tout à l'heure, mais est-ce que je veux savoir d'abord, la NGR en tant que parti, comment on vous sent sur le terrain? Comment on vous sent? Est-ce que c'est un parti qui vit? Est-ce que c'est un parti où on consulte les militants? Oui, vous dites que non, c'est pas la peine de faire
le folklore comme les autres, mais le minimum, c'est quand même, je veux dire, souvent de réunir les militants, de les rencontrer, de partager des idées, de faire le débat à l'interne. Comme je ne dirais pas que vous devez le faire forcément en faisant une assemblée générale où on fait de l'ambiance et tout, mais est-ce que la NGR vit et comment? La NGR vit très bien, pour ceux qui s'en doutent. Et la NGR continuera bien de vivre parce que je pense que c'est un parti qui est suffisamment ancré aujourd'hui dans le cœur de ses militants. La NGR ne fait pas comme les autres. La NGR, c'est un parti qui a montré qu'il ne faut pas attendre d'avoir le pouvoir pour commencer à travailler pour le pays. La NGR, c'est un parti qui s'investit davantage sur le terrain que de se mettre à parler. Donc la NGR aujourd'hui a une assise effectivement tout à fait. Sur le terrain national. Faites ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez faire pour votre pays et laissez les gens en parler. La NGR s'investit beaucoup dans le social. Vous ne nous entendrez pas beaucoup parce que ce n'est pas dans notre mode d'action. Notre façon de faire, c'est de travailler directement sur le terrain. Travailler directement sur le terrain, nous sommes investis dans beaucoup de choses conformément à notre programme d'ailleurs, notamment dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé. Partout où nous avons pu construire des écoles, on l'a fait. Partout où nous avons pu construire des centres de santé, on l'a fait. Partout où nous pouvons nous occuper aussi du social, comme notamment terminer des mosquées ou commencer et terminer des mosquées, on l'a fait, on le fait encore. Pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, moi j'étais dans un bled perdu, dans Bofa, dans la sous-préfecture de Kolia. J'ai prié le vendredi là-bas et j'ai entendu la population vraiment lancer un cri d'alarme par rapport à la réfection de leur mosquée qui tombe aujourd'hui à Lambo. J'ai demandé à ces gens de faire un devis pour leur mosquée. Je leur ai dit que je ne leur garantis pas de pouvoir tout supporter parce que l'argent que je vais utiliser, ce n'est pas de l'argent que je prends à gauche à droite, c'est de l'argent qui va sortir de ma poche. Mais je ferai ce que je pourrais faire pour les soulager dans la réflexion de leur mosquée. Donc nous nous investissons beaucoup dans le social, dans l'éducation, dans la santé. Nous le faisons et ça, c'est conformément au programme que nous avions proposé aux Guinéens. Donc nous sommes bien sur le terrain. Vous ne nous entendrez pas beaucoup au niveau de Conakry parce que pour le moment, le président du parti a décidé de délocaliser si vous voulez, le siège du parti à Kindia en attendant de construire un centre beaucoup plus complet, multifonctionnel, où il va regrouper l'ensemble de ses activités, tant économiques que politiques. Donc nous attendons cela. Mais en attendant, le siège du parti se trouve à Kindia et le siège se trouve, si vous voulez, dans la maison que le président a faite pour lui-même à Kindia. Et chaque fois que nous avons besoin de rencontrer nos militants, nous effectuons le déplacement à Kindia, nous discutons des problèmes dont nous devons discuter, et puis nous nous séparons. Ça ne vaut pas la peine de prendre un tambour et crier sur tous les toits. La NGR s'est réunie aujourd'hui, on a fait ceci, on a fait cela. Comme je vois certains partis politiques qui se réunissent entre 2-3 copains, et puis on met ça sur les réseaux sociaux. Ah, on s'est réunis aujourd'hui, on est en train de discuter des problèmes de la Guinée. C'est aussi ça la politique, c'est la communication politique. Non, mais attention, la communication politique, il ne faudrait pas qu'il y ait du faux là-dedans. Et c'est ce que nous évitons justement, du trompe-l'œil. Ce n'est pas ça notre façon de faire. Quand vous dites quelque chose, il faudrait que ça soit du sérieux. Il ne faut pas amuser la galerie. Ce n'est pas notre vision, en tout cas, de la manière de faire la politique. Alors donc, la NGR, c'est aussi ce parti qui, en 2015, a décidé d'aller avec le président Alpha Condé et à l'occasion des élections locales, qui a renouvelé cette même démarche. Aujourd'hui, en parlant du rapport entre la NGR et le RPG Arc-en-Ciel, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que le rapport qui existe entre ces deux partis politiques est au beau fixe aujourd'hui? Est-ce que les termes de votre partenariat a été, on va dire, respecté de part et d'autre? Vous savez, la NGR a décidé d'accompagner le RPG Arc-en-Ciel dans le vaste programme entrepris par le chef de l'État, le président Alpha Condé, parce que la NGR a constaté que le président Alpha Condé est exactement occupé à faire à la lettre le programme que la NGR a proposé au peuple de Guinée. Quand vous voyez aujourd'hui tous ces grands chantiers entrepris dans l'électrification du pays, ces grands chantiers entrepris dans la confection ou la réfection de nos routes nationales,
les grands chantiers entrepris dans le cadre justement de la modernisation de nos universités, les grands chantiers entrepris dans le cadre de la modernisation de notre système sanitaire en général, dans la modernisation de l'administration, c'était une raison tout à fait bien fondée pour nous, pour accompagner justement le RPG Arc-en-Ciel dans ce programme-là. Alors, contrairement à beaucoup d'autres qui pensent que quand vous rejoignez un groupe, c'est pour pouvoir tirer profit de cette union-là, l'ANGR n'est pas dans cet état d'esprit. Le corps dirigeant de la NGR n'est pas constitué de gens qui sont dans le besoin en quoi que ce soit. Quand vous vous investissez, c'est pour faire un travail bien déterminé. On vous confie ce travail, vous le faites en âme et conscience, parce que vous travaillez pour le pays. On n'est pas avec le RPG Arc-en-Ciel pour chercher un portefeuille ministériel ou pour chercher un portefeuille de gouvernorat. Ça ne nous intéresse pas. À quoi ça sert d'être avec quelqu'un dans une gouvernance? Non, mais attention. S'il ne peut pas vous donner un poste pour que vous mettiez en valeur votre expertise. Attention. Quand je prends par exemple l'UFR, ouais. L'UFR vient rejoindre Alpha Condé. Sidia décide d'apporter son expertise à Alpha Condé, mais en même temps, Alpha Condé prend quelqu'un du côté de Sidia qu'il met dans le gouvernement. Il envoie tout simplement un autre à la Banque centrale et le président lui-même est haut représentant pour donner des conseils. Ouais. Alors, comment vous pouvez être allié à quelqu'un si quand même il ne vous donne pas un espace ou une fonction, certaines fonctions pour que vous puissiez justement l'accompagner dans le sens? Est-ce que c'est du consulting que vous faites avec le RPG pour vous dire, pour vous répondre sur ce terrain, je vous dirais que le poste que moi j'occupe aujourd'hui à l'Assemblée ici, je ne pense pas que j'aurais occupé ce poste si je n'étais pas un partenaire privilégié de la mouvance présidentielle. Donc la NGR n'a pas eu suffisamment de voix pour elle-même pour que vous ayez un seul député, vous voulez dire, à l'occasion des élections de 2013? Vous voulez dire le poste de premier secrétaire parlementaire, voilà, que j'occupe. Si je n'étais pas un allié privilégié de la mouvance, je ne pense pas que ce poste je l'aurais eu, parce que c'est un poste qui appartient à celui qui a la majorité. Donc c'est déjà bien que moi j'apporte mon expertise à cette mouvance au niveau de l'Assemblée ici. Mais au-delà de l'Assemblée? Au-delà de l'Assemblée, nous restons ouverts. Si demain, le chef de l'État décide de faire appel à l'expertise d'un cadre de la NGR pour occuper telle ou telle fonction, nous répondrons présent. Mais il ne le fait pas. Mais, non, s'il ne le fait pas, ce n'est pas une raison non plus de le condamner. Nous ne sommes pas avec lui pour ça. Quand il se rendra compte qu'il a essayé d'autres voies, il n'y a pas réussi, il nous fait appel, on répondra présent et je vous assure que nous donnerons entièrement satisfaction au peuple de Guinée. Avant l'UFR. Vous êtes venu avant l'UFR. Ça n'a rien à voir. L'UFR a eu un ministre, l'UFR a le deuxième vice-président de la Banque centrale, l'UFR a le haut représentant du président. L'UFR peut-être a des préfets, des sous-préfets. Nous ne sommes pas en compétition. Je voudrais bien qu'on comprenne cela, que nous ne sommes pas à la recherche de postes. Bien. Cependant, si on nous confie un poste... Quel est le nœud gordien de votre partenariat politique? Le nœud gordien, c'est accompagner le président, ne pas faire des embûches, créer des embûches au travail qu'il fait. C'est ça, le nœud gordien de notre partenariat. Que d'autres, aujourd'hui, cherchent par tous les moyens à empêcher le président Alpha Condé de travailler. Nous sommes là pour dire que nous sommes avec lui, pour l'accompagner dans son programme. Et ce n'est pas négligeable. Quand vous êtes avec quelqu'un qui vous comprend, et qui parfois vous donne des conseils, vous donne son expertise dans les domaines où ils sont réputés être experts, mais je pense que c'est largement suffisant. Pour le moment, la NGR est un parti dirigé par Abbé Sinla, qui est un grand ingénieur électricien. Abbé Sinla a offert son expertise en matière d'électrification du pays au système en place, et nous nous engageons dans ce domaine-là. Même si l'argent qu'il faut investir doit venir de notre poche, on le fait pour faire en sorte que ce programme de développement ambitionné par le système en place réussisse. C'est ça notre préoccupation. Alors, mais, pour terminer sur ce sujet, la collaboration entre la NGR et le RPG, faire en sorte que si Abbé n'a pas été élu en 2010 pour mettre en pratique
tout ce bon projet, je veux dire, de société qu'il avait dans le domaine de l'électrique, agriculture, mines, infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que votre partenaire est en train d'appliquer à la lettre cette idée qui vous est commune? Est-ce qu'il est en train de faire le bien du peuple? C'est ce que vous vouliez? Ou est-ce que vous êtes plutôt déçu par votre partenaire dans ce sens-là? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on attend, c'est violation des droits de l'homme, c'est arrestation par-ci, arrestation par-là, c'est corruption dans le pays, c'est bastonnade des journalistes ci et là. Est-ce que vous êtes fier de ce partenaire-là? Je dois vous dire que, vous savez, quand vous devez juger un ensemble, il faut essayer de faire un peu la part des choses. C'est assez difficile de faire un travail qui soit appréciable à 100% de façon positive. Il y a toujours des ratés. On dit souvent que ne font pas d'erreurs ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui travaillent feront toujours des erreurs. Moi, je veux vous dire tout simplement que dans l'ensemble, je suis particulièrement satisfait du travail que fait Alpha Condé. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, M. Diallo, à devoir mettre du carburant dans un groupe électrogène tous les jours chez vous, à raison d'un minimum de 200 000 francs par jour pour avoir du courant chez vous. Vous allez vous rendre compte que ça pèse lourd sur votre budget. Donc, sur ce plan-là, que vous soyez, non mais attendez, qu'aujourd'hui, le Guinéen qui pouvait attendre 3 mois sans voir le courant électrique, aujourd'hui, s'il en est privé, c'est peut-être pour 2 heures, pour 3 heures, pour 6 heures, mais il a toujours le courant tous les jours. Je pense que c'est appréciable. Yeah. Hier encore, je voyais à la télévision tous ces ambassadeurs des grands pays qui sont chez nous. L'ambassadeur des États-Unis, de la France, du Sénégal, l'ambassadeur représentant le système de l'Union européenne ici. Tous ces grands pays, leurs ambassadeurs étaient sur le site de Swapiti, sur la cascadeur Swapiti, Kaleta, Swapiti, Amaria, pour voir ce qui a été fait et ce qui est occupé à être fait. Yeah. Je vous dis, on en tire une très grande fierté. Il y a des aspects de la gouvernance où vous êtes satisfait. Tout à fait. Maintenant, quand je prends la gouvernance économique, la corruption par exemple, je prends la globalité, qui bat son plein dans notre pays. La corruption n'est pas un fait imputable rien qu'à la Guinée. La corruption, ça existe dans tous les pays du monde entier. Alors, le détournement des deniers publics, enrichissement illicite des agents de l'État. Ne vous en faites pas, on va le soigner. Quand vous prenez des pays qui sont aussi vieux que la France, des pays qui sont aussi vieux que la Belgique, par exemple, où jusqu'au moment où nous parlons ici à vos téléspectateurs, ces pays dénoncent des faits de corruption, de grâce un pays jeune comme la Guinée, nous avons des problèmes de corruption, nous savons qu'il faut lutter contre, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Oui, mais quand votre partenaire Alpha Condé, le président de la République, quand votre partenaire, le président de la République, dit, il y a encore quelques jours seulement, la corruption, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite et effréné des agents de l'État, ça existe, alors je ne vais plus jamais tolérer et je ne vais plus protéger quelqu'un. Là, l'implicite derrière, ça veut dire qu'il avait toléré ça depuis 2011 qu'il est là. Est-ce que ça vous réjouit? C'est possible qu'il ait toléré. Je ne le condamnerai pas. Nous évoluons dans un environnement social dont il faut absolument tenir compte. Yeah. La rigueur que vous pouvez appliquer dans tel milieu et la rigueur que vous pouvez appliquer dans tel autre milieu peut être différente, dépendant de la psychologie des personnes auxquelles vous avez affaire. Je trouve que Alpha n'a pas voulu tout de suite donner un coup de pied dans la fourmilière, il a voulu être conciliant. Et il se rend compte que son attitude de conciliation, son attitude de tolérance, les gens en ont trop abusé. Lui-même, il en a pris conscience, il dit qu'il va réagir. Faisons-lui confiance, il réagira. L'impunité dont tout le monde s'est toujours plaint, il va réagir contre ça. Et s'il ne termine pas cette impunité, comme c'est la NGR qui viendra après le RPG, nous on va corriger le reste. Mais j'en suis sûr. Je vous dis c'est tout la NGR simplement. Qui viendra. Je vous dis tout simplement. L'UFR pense que c'est à lui que Alpha passera la main. Tous Kassori pense peut-être que c'est à lui que Alpha passera la main. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails qui risquent d'être un peu trop scientifiques. Bien. Je vous dirais tout simplement qu'Alpha Condé, il a déjà bien fait de dire que la Guinée est un pays à 4 roues. Nous, quand nous viendrons, nous préciserons qu'il s'agit de 4 roues
mais de 4 roues motrices. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces roues, ça va être des roues qui sont indépendantes mais synchronisées. Ça veut dire que nous allons aider la Guinée à évoluer de façon beaucoup plus rapide vers ce processus. Et donc vous êtes sûr qu'après le RPG, c'est la Non, mais ça NGR c'est sûr ça. en 2020? Ne vous posez même pas de problème par rapport à ça. Vous savez, la Guinée c'est un pays de surprise. Non, je veux dire en 2020, après RPG, c'est NGR. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Je dis la Ce qui Guinée... veut dire que l'affaire de 3e mandat, vous êtes carrément contre. Hein? Non, mais attendez. L'affaire de 3e mandat, c'est vous qui en faites un problème. Pour moi, il n'y a pas de problème de 3e mandat. Aussi longtemps que la personne qu'on accuse de vouloir un 3e mandat ne s'est jamais prononcée dans le cadre, si vous voulez... Ok, si, il s'est prononcé là-dessus, il a demandé qu'on laisse le peuple s'exprimer. S'il se prononce là-dessus, vous saurez la réponse de la NGR par rapport à cela, mais pour nous, Alpha est très très fidèle aux obligations qui sont les siennes et nous nous en tenons à ça. Bien. Voilà. Alors, pendant ce temps, on va observer la pause dans cette émission, quelques minutes, et puis nous reviendrons dans la deuxième partie de cette émission pour parler dialogue politique, mais aussi parler session des lois. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat et comme vous le constatez, nous sommes toujours ici à l'Assemblée nationale et reçus par Honorable David Camara. Il est secrétaire général de la NGR, Nouvelle Génération pour la République, et premier secrétaire parlementaire. Avec lui, on va à présent parler de cette session des lois qui est en cours en ce moment. Quels sont les textes qui depuis sont sur la table et qui sont au cœur des débats entre les députés. Mais juste avant cela, on va un peu parler d'actualité politique. Comme vous le savez, le comité de suivi et du dialogue du 12 octobre est penché sur les questions de contestation des élections du 4 février, mais bien d'autres sujets depuis le dialogue du 12 octobre. Alors, sur ce sujet, honorable, on va parler. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un blocus. Depuis que le président a rencontré les différentes parties, notamment Cellou Dalein Diallo contre de l'opposition républicaine, la mouvance présidentielle et puis l'UFR et son groupe, il a été confié à ce comité de régler le problème. Mais aujourd'hui, on constate un blocus. Chacun est sur sa position. On apprend aujourd'hui que le RPG parle d'installation des délégations spéciales dans les circonscriptions où il y a des problèmes. Et l'opposition républicaine dit qu'on aille chercher les procès-verbaux qui sont mis en cause par eux. Et vous avez par exemple le groupe parlementaire de l'UFR qui dit qu'on doit accepter le statu quo, c'est-à-dire laisser les choses comme telles, comme les tribunaux l'ont jugé, comme la CENI a donné les résultats et avancer. Alors le regard particulier de la NGR, votre parti politique, sur cette confusion totale aujourd'hui. Et pendant ce temps, les conseillers, les maires ne sont pas installés. Monsieur Diallo, je voudrais d'abord vous remercier pour cette bonne tasse de thé que vous venez de m'offrir. C'est le thé Akbar, si j'ai bien suivi. Absolument. Je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui nous avons une société en Guinée qui fait du très bon thé aussi, à base de quinquiliba. Et là, vous voulez faire la promo gratuite là? À base, non, mais attendez, à base d'oseille de Guinée, à base de beaucoup d'autres feuilles que nous trouvons sur le territoire guinéen. Je vous conseillerais de commencer à offrir ce thé-là à vos invités. Bien sûr. Pour qu'on aide quand même nos unités industrielles à se développer. On le fera. Donc, ceci dit, vous avez fait allusion au dialogue politique actuel. Au dialogue politique actuel. Je trouve que
le plus grand défaut de nos compatriotes aujourd'hui, c'est de tout le temps vouloir faire dans la précipitation. Quand il y a un comité de suivi, c'est un comité qu'il faut respecter parce que ce n'est pas n'importe qui est membre de ce comité de suivi. Ce comité de suivi, non seulement il y a la partie guinéenne, mais il y a une partie étrangère, constituée des ambassadeurs, pas même des membres des ambassades, mais des ambassadeurs. Eux-mêmes, de certains grands pays. Une négociation n'est jamais facile. Si une négociation était facile, on n'aurait pas parlé de négociation, on aurait tout simplement informé les gens, voilà, ils se sont retrouvés, ils se sont mis d'accord. Forcément, quand vous parlez de négociation, c'est parce qu'il y a des points de désaccord. Ces points de désaccord, il faudrait que chacun essaye de défendre sa position. Donc, ça peut ne pas aller vite. Ce que je vais demander à tous nos compatriotes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de faire confiance à ce comité de suivi. Nous ne sommes pas plus guinéens que ces gens-là. Nous ne sommes pas plus responsables que ces gens-là. Nous ne voulons pas du bonheur de la Guinée mieux que ces gens-là. Faisons leur confiance. Ils sont en train de faire un travail. Ce n'est pas la peine de commencer à faire des supputations. Oh, attention, la maison va brûler, il va y avoir ceci. Il va... Arrêtons. Ah, pourtant l'alerte vient, l'alerte même vient de ce comité. Attention. Puisque ce comité est constitué des partis, si je peux le dire, protagonistes politiquement. Vous avez l'opposition républicaine menace de marcher, parce que ça ne va pas dans le comité. Vous parlez de l'opposition républicaine, quand vous parlez de l'opposition républicaine... Elle est une partie prenante du comité. Non, mais si vous parlez de l'opposition républicaine, ça ne me surprend pas, elle est dans son rôle. L'opposition républicaine est dans son rôle. Je n'ai pas entendu, par contre, quelqu'un de la mouvance crier au loup. Je n'ai pas entendu une voix alarmiste de la part de quelqu'un de la mouvance. Ça veut dire ce que ça veut dire. Faisons confiance à ces gens-là. La seule garantie que je peux vous donner par rapport à cela, c'est qu'il sortira de ce comité de suivi un consensus qui satisfera tout le monde. Quand ce consensus sera trouvé, il y aura un communiqué qui sera fait dans ce sens. C'est le seul conseil que je peux dire. Donc le regard de la NGR par rapport à ça, c'est de faire confiance à ceux qui sont encore en train de parler, ceux qui sont encore en train de négocier. Mais je vous garantis qu'il y a quelque chose de bon qui sortira de ça. Alors au-delà de ce sage conseil, moi je dis qu'il y a quand même un choc de propositions pour qu'on sorte de la crise. Je vous ai parlé des 3 schémas proposés par les différentes parties prenantes. Alors vous pensez que quel est le schéma idéal quand les autres disent qu'il faut qu'on aille chercher les procès-verbaux qui ont déjà fait objet du jugement des tribunaux, dont les résultats ont été définitivement donnés par la CENI, il faut les renvoyer parce que nous on les conteste. Et les autres disent, si c'est dans ce cas, on va remettre en place les délégations spéciales comme ça l'était avant les élections. Et les autres disent non, laissons tout ça comme ça, allons à d'autres sujets, d'autres points à discuter. Vous, quel est le schéma idéal pour qu'on sorte de cela? Vous savez, si ça n'en tenait qu'à moi, je suis un fin partisan de la légalité. La légalité, ça veut dire respecter ce que la loi dit. La loi est très claire par rapport au processus électoral. La loi dit qu'à l'issue d'une élection, s'il y a des contestations, s'il y a des problèmes, c'est les tribunaux attitrés qui sont censés vider tous les problèmes, tous les contentieux. Il faudrait à un moment donné que dans ce pays, on apprenne à se comporter conformément à ce que la loi dit. Si vous me demandez ma position, moi je vous dirais tout simplement que si ça n'en tenait qu'à moi, et ça c'est parce que je suis un technocrate, il y a ce que la loi dit, on se fie à ça. Mais ce n'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple en politique. La loi dit qu'il faut faire ça, on fait ça. Mais si vous faites ça, peut-être que les dégâts collatéraux vont être beaucoup plus importants. C'est pour ça que les choses ne sont jamais aussi faciles. Faisons confiance à ceux qui négocient. Quand vous négociez, chacun vient avec une position pour finir. Comme vous êtes tous animés de toute façon d'aboutir à un résultat, chacun mettra un peu d'eau dans son vin. Chacun lâchera un tout petit peu de laisse pour faire en sorte qu'il y a un consensus qui s'en dégage. Nous restons derrière ça, faisons leur confiance, ils nous proposeront quelque chose qui sera à la satisfaction de tout le monde. On espère bien. De toutes les façons, ce qu'on sait aussi à propos de ce comité, puisqu'elle se réunit régulièrement ces derniers temps, hier ils ont eu une réunion, aujourd'hui une réunion devrait se tenir à la suite de laquelle peut-être le schéma idéal et consensuel qui résolve la crise pourrait peut-être être
brandi, on ne sait jamais, on verra bien demain. Mais on va terminer finalement par la session des lois. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes premier secrétaire parlementaire, alors vous savez ce qui s'est passé depuis le début de la session des lois jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, où en sommes-nous quand on parle de projet de loi ou de proposition de loi sur votre table en tant que député aujourd'hui? La session des lois, je dois vous dire que c'est une session ordinaire qui fait partie du programme de travail de l'Assemblée nationale. La deuxième session ordinaire étant appelée la loi des finances ou la session budgétaire. La session des lois, elle commence le 5 avril pour finir 3 mois plus tard. La session budgétaire ou loi des finances commence le 5 octobre pour finir 3 mois plus tard. Nous sommes dans la session des lois actuellement qui est supposée traiter la plupart des lois, conventions, des conventions, que ce soit des accords ou des conventions de prêt, pour pouvoir passer tout ça en revue et voter ce qui doit pouvoir être voté et demander ou faire des amendements pour ce qui doit l'être. Pour le moment, depuis que cette session de loi a commencé, nous avons commencé avec ce qu'on avait sous la main. Parce que les textes, avant d'arriver chez nous, il y a toute une procédure que ça doit suivre. C'est le secrétariat général du gouvernement qui envoie au secrétariat général justement de l'Assemblée tous les textes qui doivent être traités par l'Assemblée. Au départ, on en avait 6. Ces 6 qu'on avait, on a dit, on va commencer d'abord... Seulement 6 qui étaient conformes? Au départ, oui. 6 qu'on avait reçus qui étaient dans les règles. On a commencé avec ces 6-là. Ces 6, c'était essentiellement des accords, des conventions de prêt. Et ces 6, on a travaillé là-dessus. Ces 6, ça a fait l'objet de ce que nous avons appelé ici la première tranche du chronogramme. Cette première tranche du chronogramme, nous l'avons terminée le 24 avril dernier. Mais avant même la fin de cette première tranche, on a eu à discuter d'une deuxième tranche qui cette fois-ci était beaucoup plus étoffée. J'avais 12 textes. Sur les 12 textes, il y avait environ 6 accords, multiples sur tous les plans, notamment des accords avec un pays frère, l'Algérie. Il y avait 2 conventions de base qu'on devait réviser, et puis il y avait 2 projets de loi. Ça fait 12, et ces 12 textes, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et justement, demain d'ailleurs, les groupes parlementaires vont commencer à se pencher dans le cadre de ce qu'on appelle dans la procédure normale d'appréciation de textes de loi ici avant la plénière, ce que nous appelons, ça a un nom consacré au niveau des groupes parlementaires, ça s'appelle explication de vote. L'explication de vote, c'est supposé durer demain et après-demain. Et c'est au niveau de ces explications de vote que les députés, qui n'ont pas eu peut-être la possibilité d'assister aux travaux d'intercommission, parce que quand il y a des textes à travailler, ces textes, dépendant du profil des 14 commissions qu'il y a dans l'Assemblée, on choisit telle commission, on dit toi, tu es la commission saisie au fond. Ça veut dire que c'est toi qui es responsable de diriger tous les travaux par rapport à ce texte-là. Et quand cette commission saisie au fond fait ses premières armes dans l'étude du texte, il y a une intercommission qui est organisée pour l'ensemble des commissions, où tout le monde vient poser des questions. Quand tout ça est terminé, ça vient au niveau des groupes parlementaires maintenant pour l'explication de vote, pour les ultimes questions par rapport à tel ou à tel texte. Ça, c'est pour éviter justement des situations de cacophonie, une fois qu'on est en plénière, parce que dans le cadre d'un même groupe parlementaire qui se relève d'une même idéologie politiquement parlant, il ne doit pas y avoir en principe de confusion
dans les positions des uns et des autres. C'est ce qu'on a souvent vu ici. Bon, et justement, vous avez souvent vu ici, mais disons que je me fais un peu l'avocat du diable. Je dis que la Guinée est un pays qui revient de très loin. L'expérience en matière de démocratie, l'expérience en matière parlementaire, nous ne l'avons pas. Donc, il faut nous pardonner justement ces faux pas que nous faisons parfois. Pour ceux qui suivent les débats au niveau des parlements dans les grands pays, souvent d'ailleurs, au niveau d'un groupe parlementaire, il y a une personne qui est désignée pour poser les questions à poser au nom de l'ensemble du groupe parlementaire. Une fois que cette personne a fini de poser les questions, personne d'autre dans le même groupe parlementaire. Je prends juste un exemple pratique. On a vu, par exemple, quand il y a eu le débat autour du code électoral à un moment ici, on a vu par exemple que le groupe parlementaire des démocrates ont voté pour, et il y a un député, Abakar Souma, qui était contre, tout simplement. C'est ce que vous voulez éviter à l'avenir? Non, mais justement, c'est la démarche consacrée. Au niveau d'un groupe parlementaire, tout le monde doit parler d'une seule et même voix. Pourtant, on dit qu'un député, non, mais je vous dis... Pourtant, on dit qu'un député n'a pas un mandat, je ne sais pas comment vous dites. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, les débats internes, c'est au niveau de ces explications de vote-là que ça doit se passer. Vous devez absolument vous mettre d'accord là-bas. Si tu es contre, c'est au niveau des explications de vote. Vous votez entre vous pour avoir une majorité là. C'est là-bas que tu dois essayer de convaincre les autres du bien fondé de ta position. Et souvent, dans un groupe, il faut faire jouer la loi de la majorité. Ne dis pas que forcément c'est toi qui as raison sur les 50 autres éléments qui constituent ton groupe parlementaire. Si tu es en minorité, tu dois accepter ce que la majorité a voulu. C'est pour ça qu'il faut apprendre à respecter cette majorité-là. D'où, si vous voulez, si vous me permettez une petite incursion dans la position de la NGR, pour nous, les élections, quand c'est là, nous participons. Mais une fois que les résultats sont proclamés, les résultats sont donnés, c'est fini. La majorité a donné sa voix à quelqu'un. Ce quelqu'un, nous restons tous derrière. Même si on n'est pas d'accord. Ça, c'est la légalité qui exige ça. Donc, c'est ces situations de cacophonie qu'on évite, ou qu'on cherche à éviter à travers justement ces explications de vote. Donc, j'espère que, comme c'est une démocratie qui est très très jeune, notre Parlement est très très jeune, nous sommes à notre véritable première expérience parlementaire. Donc, peut-être 2 ou 3 législatures plus tard, vous verrez que les choses vont beaucoup s'améliorer. Déjà, nous sommes à la fin de cette magistrature. L'animosité que vous aviez constatée au niveau des différents groupes parlementaires, ça a beaucoup baissé, ça a beaucoup perdu de son acuité. Ça veut dire que les gens commencent à comprendre de plus en plus que le parlementaire, c'est un débat d'idées. Ce n'est pas une agressivité d'homme à homme, c'est un débat d'idées. Pourtant, c'est des réalités auxquelles les parlements n'échappent pas trop, parce qu'au Sénégal, ici, il y a eu... non, mais vous savez, la démocratie, ça ne va pas à une vitesse constante dans les mêmes pays. Chaque pays évolue à son propre rythme. Moi, j'ai été très très heureux de voir sur Facebook, pas plus tard qu'hier, Fodé Oussou et Amadou Damaro Kamara en train de manger dans le même plat. Et je pense que ça en dit long. Le message en soi-même est très très évocateur. Fions-nous à ça et arrêtons de nous invectiver parce que ça ne nous mène nulle part. Alors, en ce qui concerne les textes qui intéressent encore plus, je veux dire, les citoyens, qui concernent les enjeux du moment, sur le plan politique par exemple, on parle de la loi sur la CENI. Sur le plan civil, on parle du code civil. Est-ce que ces deux éléments, ces deux faits-là sont au cœur de vos débats au cours de cette session des lois? Je suis particulièrement à l'aise pour répondre sur cette question. Si nous avons cherché à ne pas perdre du temps, qu'on ait fait des chronogrammes en tranches, c'était pour nous permettre de liquider tout ce qui pouvait l'être, parce que souvent les conventions, les prêts et tout, etc., il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Ou vous acceptez une convention telle qu'elle, ou bien vous la rejetez. Il n'y a pas tellement de discussion. Nous nous sommes fixés pour objectif de terminer avec tout ça pour le 15 mai au plus tard. Pour qu'à partir du 15 mai, nous commencions véritablement à nous concentrer sur les véritables problèmes aujourd'hui qui préoccupent nos concitoyens, c'est à savoir le code civil et puis cette loi sur la CENI.
Je pense que tout le monde est d'accord. Et même peut-être le code électoral. Peut-être le code électoral, et j'espère, je ne sais pas si on aura le temps de se pencher sur le code électoral pour le peu de temps qu'il nous reste, mais le code électoral devra être révisé. Nous nous sommes tous rendus compte des limites de ce code électoral. Aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que sur le terrain, ça n'a pas donné satisfaction. Ça n'a pas arrangé la situation. Voilà, ça n'a pas arrangé la situation. Je pense que c'est beaucoup plus facile de revenir sur un texte qui a montré ses limites. On rencontrera moins de réticence que sur un texte dont tout le monde, dont personne ne savait sur à quoi ça allait aboutir. Bien. Je pense qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui vont être levées au niveau de ce fameux code électoral. Mais quant au code civil maintenant, voilà, et la loi sur la CENI. Le code civil, je vais vous dire quelque chose, c'est pas aussi simple que ça. Les gens pensent que le code civil, c'est voilà un texte qui nous a été proposé par le garde des Sceaux et son ministère. Il suffit de se prononcer dessus. Le code civil, la façon même dont il a été formulé, pour votre information, nous en sommes à la réécriture. Parce que le texte, le code civil, c'est quoi? Le code civil, ça engage votre vie, vous et moi, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. En fait, la manière dont notre société est régulée. Voilà. Donc, et pour nous qui vivons à l'intérieur, et pour nos compatriotes qui sont à l'extérieur, le code civil nous concerne tous. Mais en même temps, le code civil concerne les étrangers qui vivent parmi nous ici. Un texte comme ça ne peut pas être bâclé. Ouais. On ne peut pas. Les gens pensent que le code civil, tel qu'on en a parlé à la population, que le code civil, c'est tout simplement s'asseoir et dire, bon, maintenant, on va officialiser la polygamie. C'est pas du tout ça, le code civil. Ou qu'on va l'interdire. Bon, ou qu'on va l'interdire. Les gens résument aujourd'hui le code civil guinéen à ça. Hein? La position que l'on prendrait par rapport à la polygamie. C'est pas ça le code civil. Le code civil est beaucoup plus profond que ça. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Au moment où nous parlons, il y a des experts qui sont occupés, qui n'endorment même pas et qui ont même décidé de faire une retraite à Kindia, donc loin de tous les brouhahas de Conakry, pour pouvoir se concentrer sur le problème. Sur l'ensemble du texte régissant le code civil. Donc, ne vous en faites pas, c'est notre préoccupation. La loi sur la CENI, nous nous sommes mis d'accord. La loi sur la CENI, c'est quelque chose de consensuel. Jusqu'à présent, nous avons travaillé sur cette base-là. Mais on s'est rendu compte que la précipitation n'arrange jamais rien. Qu'est-ce qu'on a décidé au niveau de l'Assemblée ici? Comme ça va faire l'objet d'une proposition de loi. Cette proposition de loi... Venant de qui? Venant de l'ensemble des sensibilités politiques aujourd'hui. Parce que déjà, les partis politiques de l'opposition disent qu'ils ont une proposition en la matière et qu'on refuse, que votre bureau, le bureau de l'Assemblée, a refusé d'inclure cette proposition de loi parmi celles qui ont été données. Je pense qu'il ne faut pas verser dans la simplicité. Les gens pensent qu'une proposition de loi, il suffit tout simplement de s'asseoir dans son petit fauteuil, dire que bon, moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que les mangues qui viennent de Kindia n'arrivent pas à Conakry. C'est pas ça une proposition de loi. Une proposition de loi, il y a d'abord toute une procédure que ça doit suivre. Quand cette procédure est terminée, donc libellée dans les formulations juridiques qu'il faut, vous soumettez ça à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée juge de la recevabilité du texte. Si pour le bureau de l'Assemblée, franchement, c'est quelque chose qui ne tient pas la route que vous avez proposé, ça finit là, hein, ça ne va pas plus loin. Bien. Mais si l'Assemblée juge, le bureau de l'Assemblée juge de la recevabilité, le bureau de l'Assemblée se fait entourer de l'expertise des juristes pour pouvoir mettre ça en bonne et due forme avant d'envoyer ça au secrétariat général du gouvernement pour que l'exécutif se prononce là-dessus. Ne vous en faites pas, hein. Si l'exécutif refuse votre proposition de loi, vous pouvez considérer ça comme enterré. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. La loi sur la CENI, nous nous sommes tous rendus compte qu'aujourd'hui, cette CENI a montré ses preuves. Je vois beaucoup d'éléments de cette société civile qui s'agitent aujourd'hui. Vous ne parlez pas de limites, hein? Non, mais attendez. Vous parlez de preuves, dans le bon sens en fait. Attendez, non, mais c'est ça que je dis. Dans le bon sens, effectivement, dans le bon sens. Je vois beaucoup
gens de la société civile, parce qu'aujourd'hui en Guinée, il y a tellement de sociétés civiles qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Il y en a tellement qu'il y en a qui se prennent déjà pour des élus du peuple, au point de vouloir légiférer même à la place des parlementaires. Je pense que c'est des confusions qu'il faut éviter et il faut freiner ça, parce que ça devient un danger pour le pays, ça met le pays dans une situation d'instabilité dont nous n'avons pas besoin. Donc, la loi sur la CENI, qu'est-ce que nous avons décidé? Et toutes les sensibilités politiques qui sont là, les trois principales sensibilités politiques, la mouvance, l'opposition, l'UFR, sont d'accord pour qu'ils délèguent des gens dans le cadre d'une commission qui va travailler, qui va proposer au nom de l'Assemblée nationale un projet, non, une proposition de loi sur la CENI. Donc, et ça sera fait dans le temps de cette commission, de cette session-là? Je pense que nous aurons le temps de le faire parce qu'ils sont tous en avance là-dedans. Déjà, la majorité présidentielle a ses propositions, l'opposition a ses propositions, l'UFR a ses propositions. Il suffit tout simplement de mettre toutes ces propositions-là ensemble pour voir tout ce qui va dans le même sens. On met ça de côté. Tous les sujets qui portent à discussion, on va mettre ça en discussion, on discute, mais avec, in fine, l'objectif que ce qu'on recherche, ce n'est pas nécessairement d'avoir raison, soit c'est de donner raison à la raison. Donc, vous pouvez penser que ce que vous avez proposé est bon, mais quand vous écoutez les positions des autres, vous vous rendrez compte que peut-être il y a certains éléments dont vous n'aviez pas tenu compte. Bien. Voilà. Donc le code civil en débat est en réflexion en ce moment. Des experts mobilisés pour réfléchir sur le squelette même de ce code civil pour aller en profondeur en termes de réflexion là-dessus. Et les différentes positions, entités politiques vont se mettre ensemble pour réfléchir sur une autre proposition de loi sur la CENI. Ouais. Pour terminer cette fois-ci, est-ce qu'au cours de cette session des lois, vous allez encore revenir sur le fameux règlement intérieur de l'Assemblée ou est-ce qu'il n'en sera pas question? Le règlement intérieur, ça a été voté depuis la session passée. Puisque d'autres parlent toujours d'insuffisance, de points qui n'ont pas... Ou est-ce que vous pensez que ça a été tout parfait? Il n'y aura pas de raison que vous reveniez encore là-dessus? Je ne vois pas de raison en tout cas qu'on revienne là-dessus et je n'en ai pas entendu parler dans les couloirs. Donc pour moi, le règlement intérieur a été voté. Peut-être que tout n'est pas bon, mais s'il y a des retouches à faire, je pense qu'on fera ça sans devoir quand même encore ameuter le monde. Au point que les gens disent ces députés-là, on ne sait pas quel genre de députés ils sont même incapables de se concocter leur propre règlement intérieur. Nous sommes déjà très très loin de ça et c'est suite à ce règlement intérieur que justement le bureau de l'Assemblée a été reconfiguré. On y a rajouté des vice-présidents en plus, on y a rajouté des secrétaires en plus pour que chacun s'y retrouve parce que finalement la pierre d'achoppement c'était surtout là au niveau de la représentativité. On a résolu ce problème, ça c'est tout à fait de réel. Bien, on espère qu'on n'en reviendra plus désormais là-dessus. Et pour terminer une fois encore, il y en a qui pensent que ce blocus-là dans les débats politiques, dans le dialogue politique, je veux dire, réjouit certains d'entre vous, des députés, genre des députés qui ne veulent pas du tout qu'on aille aux élections au point de toujours rester là. C'est-à-dire qu'un glissement dans le calendrier est toujours profitable à ceux qui veulent rester députés. Je pense que ça c'est toujours la vision très très simpliste que je constate avec beaucoup de regrets au niveau de nos compatriotes. Les gens ramènent toujours tout à une question de sous. Depuis que les gens ont compris que les députés sont payés à 15 millions par mois, ils se disent que ça, franchement, un député qui peut encore continuer à s'approcher à ce traitement, ben, il va le faire. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas quelle est la position des autres députés, mais la position de la mouvance présidentielle, c'est d'aller au plus vite à ces élections législatives. En 2018. Conformément à ce que la loi dit. La loi dit que les élections doivent être organisées maximum 3 mois, en tout cas après la dernière législature
le nouveau Parlement doit être installé, nous sommes dans cet état d'esprit. Nous n'avons aucun intérêt à continuer à évoluer avec une CENI illégale, avec une Assemblée nationale illégale. Ce n'est pas dans notre objectif. Nous voulons commencer à faire respecter ce que la loi dit. C'est dans cet état d'esprit que nous sommes. Cependant, je voudrais bien dire aussi que pour organiser les élections, il y a des étapes forcément par lesquelles il faut passer. J'entends souvent beaucoup de gens aujourd'hui diaboliser les députés, nous faire passer pour des gens vraiment qui s'accrochent à ces intérêts-là, qui n'ont pas du tout envie de partir. C'est ne pas comprendre le rôle d'un député, c'est quoi? Le député, il est là pour travailler pour ses mandats. Ces mandats, quand ton mandat est fini, tu t'en vas. Si tu as bien travaillé, tes mandats sont contents de toi, ils te ramènent. S'ils ne sont pas contents de toi, ils ne votent pas pour toi. Nous sommes dans cet état d'esprit. Donc, nous ferons en sorte, en tout cas, que ces élections aient lieu à date, tenant compte de certaines contraintes auxquelles on pourrait éventuellement être confronté, parce que justement, en Guinée, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui organise les élections, hein. C'est la CENI qui organise les élections. Pourvu que les politiciens facilitent la tâche à la CENI aussi. Non, mais je dis, ça c'est une autre paire de manches. Les politiciens, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, même si on y retrouve des politiciens. Voilà, on y retrouve des politiciens. C'est vrai qu'on dit souvent que l'Assemblée, c'est le temple par excellence de la politique. C'est là que les idées s'échangent de façon très responsable, mais non agressive en principe, quand bien même de temps à autre c'est entaché d'agressivité. Mais je vous dis que nous ferons en sorte que les choses se déroulent correctement. Cependant, je voudrais rappeler tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas encore, que la CENI, lors de sa dernière sortie, il y a déjà quelque temps, avait dit que comme on a parlé d'audit du fichier électoral, elle avait besoin de pas moins de 9 mois pour pouvoir procéder à cet audit. Ça, c'est si on commençait à ce moment-là, il y a déjà quelques mois. Ça veut dire que si on commençait à ce moment-là, ça nous menait déjà jusqu'en 2019 pour terminer ces audits. Donc, s'il doit y avoir un quelconque retard, ça ne sera pas de la faute de la volonté, ça ne sera pas de la volonté en tout cas de l'Assemblée nationale. Nous ferons tout pour que ceux qui exigent aujourd'hui cet audit, qu'on leur dise, si cet audit-là nous retarde, pardon, laissons tomber ça, allons directement à la révision du fichier électoral. Parce que le plus important, c'est ça. Ceux qui sont morts, on les écarte. Les nouveaux qui doivent voter, on les rajoute, et puis on va à ces élections. Il faudrait faire en sorte que nous évitions la situation que nous avons connue lors de ces dernières élections pour les communales. Il y a énormément de cartes d'électeurs qui n'ont pas été retirées. Absolument. Ça n'a pas été retiré, pourquoi? Parce que peut-être que quand on faisait ce dernier recensement, Ouri était encore étudiant à Kanka, Ouri n'est plus à Kanka, il est à Kindia aujourd'hui, on amène la carte de Ouri à Kanka. Ouri n'ira jamais chercher sa carte là-bas. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de cartes qui n'ont pas été retirées. Il faut éviter ça. Tout ça à l'avenir. Voilà, il faut procéder carrément à la révision du fichier électoral, qui soit un fichier propre. Il y a des pays voisins qui ont 12, 15, 20 millions d'habitants, où il n'y a que 4 millions, 3 millions d'électeurs. Nous avons moins de population que ces gens-là. Nous avons beaucoup plus d'électeurs que ces gens-là. Ce n'est pas normal. Il faudrait que nous corrigions tout ça pour pouvoir un peu aller de l'avant. Et ça, c'est de la responsabilité de la CENI, bien entendu. Merci, honorable, de nous avoir reçus ici et on espère vous retrouver très bientôt. Monsieur Diallo, merci beaucoup d'être venu. Et je pense que ça a été une très très bonne chose d'échanger par rapport à tout ça. Ça nous a permis de clarifier pas mal de problèmes, peut-être pas beaucoup en profondeur. Je pense que nous aurons suffisamment encore l'occasion de se retrouver autour de problèmes qui n'ont pas été approfondis et autour de nouveaux problèmes. Absolument. Cette fois-ci, ça sera peut-être dans vos studios, c'est moi qui fais ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Une fois encore, merci. Alors, merci à vous de votre attention et à bientôt pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.